Rebonjour chers amis joueurs, bienvenue à cette deuxième partie de la vidéo sur Gloomhaven. Comme je vous l'ai dit, là je vais vous présenter plus spécifiquement les règles précises concernant le mode campagne du jeu, le mode Legacy. Qu'est-ce qui change, comment ça fonctionne, faire la phase de ville, choisir sa mission, faire évoluer son personnage, les retraites, les nouvelles classes, les événements, tout ça, la prospérité de la ville. Fait que ça je vous l'explique dans le détail en vous en révélant le moins possible sur le jeu, mais vous allez quand même voir certaines choses. Je ne me concentrerai pas sur le texte des cartes, sur les collants qu'il y a sur la map, mais vous allez en voir un peu. Fait que si c'est quelque chose qui vous déplaît, vous pouvez arrêter ou passer rapidement. Mais je vais en révéler vraiment le moins possible au niveau de ce qu'on appelle les spoilers. Là. Je vais en faire le moins possible, mais il va en avoir une petite affaire. Fait que sur ça, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, mode campagne, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un bonhomme. Fait qu'on va avoir un personnage qu'on va suivre qui va nous... qui va avoir un objectif de vie personnel, qui va avoir ses ambitions, ses objectifs personnels, son histoire, ce qu'on appelle un backstory en quelque sorte. Puis qu'on va faire progresser. Fait qu'il y a un petit pad pour chacune des classes, il y a un petit pad comme ça, avec une fiche individuelle qu'on écrit avec un crayon mine, vraiment genre Donjon et Dragon. Fait qu'on a une place pour écrire le nom, son niveau, mettre son expérience, son art, des notes qu'on peut prendre. Puis il y a toute une place pour les perks que je vais expliquer dans quelques instants. Quand on choisit une classe, ici je reprends mon exemple Scoundrel, quand on choisit une classe, il vient avec ses cartes de base du niveau 1, plus les 3 cartes X qu'on peut utiliser en remplacement de certaines cartes. On a son deck de base ici qui est numéroté 1 à 4, moi je prends le deck 4 dans l'exemple, et on a toutes ces cartes d'upgrade. Je vais expliquer tout de suite la progression d'un personnage, comment ça marche. Mais en tout premier lieu, première chose qu'on fait, c'est qu'on va prendre ce paquet de cartes-là, qui vient beaucoup personnaliser le jeu. Et dans ce paquet de cartes-là, on va en piger 2 en début de partie. On va les lire les deux comme il faut. Je vais essayer de garder ça le plus flou possible. On va en choisir l'une des deux et ça va devenir l'objectif de vie de notre personnage. Fait que sur cet objectif-là, il y a un petit texte ici qui raconte un peu le passé puis qu'est-ce que notre personnage veut accomplir dans sa carrière. Et il y a un objectif qui est à atteindre dans le bas ainsi qu'un icône complètement en bas. Puis ça va dire Unlock Envelope avec un certain icône. Quand le personnage va avoir atteint son objectif de vie, cette carte-là va être déchirée et on va aller ouvrir une nouvelle boîte qui va débloquer un nouveau personnage pour notre jeu. Évidemment, je ne vous en montrerai pas dans la campagne que je suis en train de faire. On en a débloqué 6 personnages. Il y en a 11 qui sont possibles à débloquer. Puis j'ai beaucoup d'heures de jouer pour avoir débloqué seulement 6 personnages. Fait que déjà, on a un côté rejouabilité qui est extraordinaire. On débloque littéralement des nouveaux personnages au fur et à mesure que le jeu avance. J'expliquerai un petit peu plus tard le principe de retraite, là, comment on change de personnage à l'intérieur de la campagne. Également, à chaque fois qu'on monte de niveau, on voit ici, là, j'ai une place pour monter de niveau. À chaque fois qu'on monte de niveau, on va pouvoir aller dans le paquet de cartes qui est là. Et pour chaque niveau après le premier, le niveau 2, niveau 3, niveau 4, on a, ici on le voit ici, c'est mes cartes de niveau 2, j'en ai 2. On a 2 cartes pour chacun des niveaux subséquents. À chaque fois qu'on monte de niveau, on peut aller chercher une nouvelle carte du nouveau niveau où on est rendu ou de n'importe quel niveau précédent. Donc au niveau 2, je peux aller me chercher une carte au niveau 2. Au niveau 3, je peux aller me chercher une des cartes du niveau 3 ou la carte du niveau 2 que j'ai pris. Au niveau 4, une carte du niveau 4 ou une des 2 cartes que je n'avais pas pris avant, ainsi de suite. Puis qu'on va aller rajouter à notre paquet de cartes qu'on utilise. Et au début de chaque mission, on va toujours avoir à rechoisir 9 cartes parmi toutes les cartes qu'on possède. Donc si je prends par exemple un Scoundrel du niveau 5, il va avoir acquis 4 nouvelles cartes au cours de sa carrière. Fait que c'est 9 cartes niveau 1, il y a ces 3 cartes X, et il y a ces 4 nouvelles cartes qu'il y a eu au niveau 2, 3, 4 et 5. Et au début de chaque partie, parmi toutes ces cartes-là, il va s'en choisir 9 pour aller affronter le nouveau donjon qu'il va faire. Fait qu'on a encore une fois une rejouabilité assez extraordinaire par le fait qu'on peut manipuler notre main de carte au début de chacune des parties, puis se l'ajuster en fonction du challenge qu'on pense qu'on va avoir dans la partie. Dernière information qu'on a au niveau de la progression du personnage, c'est ce qu'on appelle les perks. Les perks, il y a 2 façons d'en gagner. Premièrement, à chaque fois qu'on monte d'un niveau, on voit ici, il y a beaucoup de petites cases qu'on peut aller cocher. Fait qu'à chaque fois qu'on monte de niveau, on va aller cocher une de ces cases-là, on va gagner un perks. Et quand on gagne un perks, ben, je vous l'ai dit tantôt, chaque classe a un
deck de cartes individuel à lui de modificateurs de combat. Quand on va choisir un perks, on va aller modifier notre deck de combat individuel. Je vous donne un exemple. Ici, le Scoundrel, ici, je vois qu'il peut cocher, enlever 2 cartes moins 1. Puis il peut le cocher 2 fois. Fait que la première fois qu'il monte de niveau, s'il décide de cocher cette case-là, il va aller dans son deck de cartes à lui et il va enlever 2 cartes moins 1 qui va sortir de son deck et qu'il n'utilisera plus jamais. Son deck de cartes vient d'être un petit peu plus beau. Si je prends la 3e ligne, c'est écrit remplacer une carte moins 2 par une carte de valeur 0. Fait qu'il va aller chercher sa carte moins 2, il va l'enlever, il va aller chercher dans son deck de cartes individuelles à lui une carte 0 avec son icône qu'il va rajouter. Fait que son deck vient encore une fois de s'améliorer. Fait qu'au fur et à mesure qu'on monte de niveau, non seulement on a des nouvelles cartes, mais en plus, notre deck de modificateurs s'est amélioré avec le temps, puis à chaque fois qu'on combat, on est un petit peu plus fort. Je vous ai dit qu'il y avait 2 façons d'aller chercher des perks. La première façon, c'est de monter de niveau. La deuxième façon a à voir avec ce petit paquet de cartes-là qui est juste ici. C'est ce qu'on appelle les cartes d'objectifs de bataille, les objectifs de combat. Au début de chacune mission qu'on va faire en mode campagne, on va piger 2 de ces cartes-là, on va les révéler et sur chacune des cartes, il y a un texte que je ne vous révélerai pas, je vais vous le laisser découvrir. Le texte va être un objectif pour la partie en cours. Ça peut être de tuer un certain nombre d'ennemis, d'utiliser un certain nombre d'équipements, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que dans le bas de la carte, on a un nombre de crochets. La plupart du temps, ça va être un crochet, mais il y a certaines cartes, comme celle-ci, qui ont 2 crochets. Si je réussis à atteindre mon objectif dans une victoire, on va aller cocher le nombre de cases qui correspond au nombre de crochets que j'ai gagné. Fait que 1 ou 2 selon la carte que j'ai eue. Chaque tranche de 3 crochets que je réussis à compléter me permet de choisir un nouveau perks. Fait que je peux monter de niveau ou accomplir différents objectifs de partie pour aller chercher des perks puis améliorer le petit deck qui est là. Deuxième étape pour commencer une campagne, il faut se créer une équipe. Fait qu'on a une espèce d'un petit party sheet. Premièrement, on va se trouver, puis c'est un peu comme les fiches de personnages, là, on en a un paquet, fait qu'on peut avoir plus qu'une équipe qui roule dans une partie, dans un univers de Gloomhaven. Fait qu'on va avoir le nom de l'équipe, location, on va indiquer ici à la fin de chaque séance de jeu, on va indiquer à quelle mission, à quel endroit on se trouve présentement, parce qu'on va voyager dans l'univers de Gloomhaven. On a un endroit si on a des notes qu'on veut prendre, et ici c'est super important, on a un endroit pour indiquer les différents accomplissements qu'on va avoir avec notre équipe. Finalement, on a notre piste de réputation. Chaque équipe va partir à 0 de réputation, puis selon les événements, les aventures qu'il va vivre, sa réputation va monter ou descendre, ou un peu des deux. Fait que ça va bouger en montant, en descendant. La seule chose que je précise, c'est qu'ici, on voit qu'à partir d'un certain chiffre en réputation positive, j'ai des moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, puis des plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, si ma réputation est négative. C'est des modificateurs que j'ai au marché de la ville de Gloomhaven. Donc, quand nous irons magasiner à Gloomhaven avec une réputation très très élevée, on va avoir un rabais sur chacun des achats qu'on va faire. Fait que maintenant, on a notre équipe, on a nos joueurs, chaque joueur a son personnage, on est prêt à commencer la campagne. Là, j'ai mis des paquets de cartes pour le révéler, mais pour le cacher, mais dans le livre campagne, la première page, on a l'histoire d'introduction qui est ici. On a des scénarios qui sont débloqués. Et on a les objets qui sont suggérés pour chacune des classes pour commencer la partie. Fait qu'on se casse pas trop la tête. Dans notre première visite, l'espèce de phase de ville à Gloomhaven, selon le personnage qu'on a, on va aller dans le paquet d'items qui sont disponibles au début de la partie. Puis on va aller chercher les systèmes que chaque joueur a. Au fur et à mesure qu'on va avancer, la partie, ça va se complexifier un petit peu parce qu'on va participer à différents événements qui vont débloquer des items. Je vous dirais qu'au début de la partie, on a à peu près peut-être je vais essayer de ne pas trop en montrer. On a peut-être quelque chose comme ça d'épais d'items qui sont disponibles, puis au fur et à mesure qu'on avance, on en débloque de plus en plus, puis rendu où je suis, j'ai tout ça qui est disponible à l'achat à chaque fois que je vais à Gloomhaven. Donc, dans la phase de ville, avant chacune des missions qu'on va faire dans le mode campagne, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville de Gloomhaven en tant que tel? Il y a différentes options. Premièrement, on peut aller magasiner. Fait qu'on peut aller acheter n'importe quel objet qu'on veut pour notre aventurier. Les objets, comme c'est souvent le cas dans ce type de jeu, sont indiqués avec un icône. Ça va aller sur quelle partie du corps. Fait que je peux avoir une icône de pied pour avoir des bottes. Je peux avoir l'icône de
main pour les armes, les boucliers, les trucs qu'on tient. Je peux avoir l'icône d'armure pour les armures et des espèces d'icônes des petits objets pour les potions, les anneaux, les trucs comme ça. Il y a une icône aussi de casque pour, comme le mot le dit, pour les casques. Tout ce qui va sur la tête ou les talismans, les pendentifs, etc. Il n'y a pas de limite au nombre d'objets qu'un joueur peut posséder, qu'un personnage plutôt peut posséder. Par contre, quand il part à l'aventure, quand il va faire un donjon, il peut avoir une paire de bottes, un item qui va sur les pieds, un item qui va sur l'armure, un item qui va sur la tête. Il peut occuper ses deux mains, fait que soit deux items à une main, soit un item à deux mains. Puis pour l'icône de potion, il peut avoir la moitié de son niveau arrondi au chiffre supérieur qui amène avec lui. Fait qu'au niveau 1 et 2, il peut amener une potion, 3, 4, il peut amener deux potions avec lui, 5, 6, il peut en amener 3, ainsi de suite. Et ça, c'est pour la phase de magasinage. Un joueur peut aussi vendre ses items. Fait qu'il y a un coût qui est ici, à droite de l'item. S'il décide de le vendre, il va le vendre à moitié prix, puis il va ramasser l'argent. Je précise, c'est tout à fait interdit entre les joueurs de se prêter, donner de l'argent, de se prêter, se donner de l'équipement. Il n'y a aucun échange permis. Fait que si moi, j'ai cette paire de bottes-là, puis j'aimerais la donner à un autre joueur, le seul moyen que j'ai, c'est de la vendre à 10$ au marché, puis qu'un autre joueur la rachète à plein prix à 20 pièces d'or. Fait que ça, c'est pour la phase du marché. Autre chose qu'on peut faire quand on va à Gloomhaven, on peut toujours aller au sanctuaire et donner de l'or, faire un don en pièces d'or au sanctuaire de 10 pièces d'or. À chaque fois qu'on va faire un don au sanctuaire, dans le livre d'instructions, juste ici, à la page 49, juste ici, on a un endroit pour cumuler le nombre de pièces d'or qu'on a donné jusqu'à date au sanctuaire. Vous avez vu qu'il se passe quelque chose de particulier à la centième de pièce d'or qu'on donne. Moi, je l'ai fait. Mais à chaque fois qu'on donne de l'or, on va aller faire un crochet sur un 10 pièces d'or. Chaque joueur peut donner de l'or une fois par visite à Gloomhaven. Et quand il donne de l'or, c'est par tranche de 10 pièces d'or. De plus, à chaque fois qu'on va au sanctuaire et qu'on donne de l'or, le joueur, le personnage qui a donné de l'or, va aller se prendre 2 cartes de bénédiction. Il va les mettre dans son deck de modificateurs de combat pour en profiter lors du prochain combat. Fait que ce n'est pas juste pour débloquer des choses, il y a un avantage à le faire aussi, même une fois que c'est débloqué. Phase principale, quand on arrive en ville aussi, il y a la phase de ville. Fait qu'ici, on a un paquet de cartes qui ressemble à ça ici, qui sont les cartes d'événements de ville, City Events. Et à chaque fois qu'on est à Gloomhaven, on peut, si on le veut, décider d'en piger une pour le faire. Quand on fait une carte d'événement de ville, c'est la même chose pour les événements de route que j'expliquerai tout à l'heure, on prend toujours la première carte qui est sur le dessus du paquet. On va l'avoir brassée une fois au début de la partie, puis après on prend la première carte sur le dessus du paquet. Il y a un texte qui nous est lu ici, qu'on va lire à voix haute, et il y a toujours 2 options qui sont offertes dans le bas. Quand on a décidé collectivement quelle option on prenait, on ouvrait la carte de bord, et selon l'option qu'on va avoir pris, on va aller lire ici A ou B. Si on a choisi l'option A, on va aller lire la partie du haut. Si on a choisi l'option B, on va aller lire la partie du bas. Et ces cartes-là, il peut y avoir un paquet d'affaires qui se passent. L'effet peut dépendre de la réputation du groupe, ça peut dépendre de l'argent qu'on a en main, fait qu'on se contente de lire les consignes, de choisir l'événement qu'on veut faire et de le réaliser. Élément important, des fois sur les cartes d'événements, il y a cette icône-là. On voit ici, si j'ai choisi l'option A, ben, j'aurais eu cette icône-là. Si j'ai choisi l'option B, j'aurais eu la même icône aussi, qui est une icône de carte déchirée. Ça veut dire que cette carte-là, si je la vois passer puis on la réalise, ben, une fois qu'on l'a faite, elle ne reviendra plus jamais. Dans l'effet de jeu, on la déchire, c'est terminé, on ne le fait plus cet événement-là, il ne reviendra jamais. D'autres effets, comme si je vous donne par exemple cette icône-ci, en cachant le reste, si on voit l'icône qui est complètement en bas, quand j'ai un événement qui a cette icône-là, ben quand je le pige, je vais tout simplement le remettre complètement en dessous de la pile d'événements de ville, que je ne rebrasse pas. Fait que l'événement va revenir plus tard, éventuellement, mais je ne saurai pas quand. C'est juste quand il y a l'icône de carte déchirée qu'on déchire, puis on enlève complètement la carte. Quand je parlais de prospérité, mais d'abord je vous présente la map de Gloomhaven. Faites attention, pas trop porter attention aux détails. La map de Gloomhaven, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une map qui est évolutive. Je vous ai dit que c'est un jeu Legacy. On a des icônes un peu partout et on a des collants qu'on va mettre un petit peu partout au fur et à mesure qu'on va débloquer des missions. Les collants vont déterminer quelle mission justement on peut aller faire, quelle mission on peut décider d'aller faire. Je
précise que dans le bas, il y a la piste de prospérité de la ville de Gloomhaven. Vous voyez qu'ici, moi, dans ma campagne, je suis rendu à une prospérité de niveau 4. Et il y a plein de petits carrés qui permettent d'augmenter. Puis quand j'ai rempli tous les carrés jusqu'au niveau 5, bien là, la prospérité de Gloomhaven va aller jusqu'au niveau 5. Qu'est-ce que ça change la prospérité? Bien, chaque niveau de prospérité atteint débloque des nouveaux items qu'on va rajouter dans le paquet de cartes d'items qu'on peut aller acheter dans la ville de Gloomhaven. C'est précis dans le livre d'instructions quels items on va rajouter, ils sont numérotés. Fait qu'on rajoute toujours un paquet d'items à chaque fois qu'on augmente la prospérité. Ça permet d'avoir des personnages de plus en plus puissants, etc. Deuxième chose, à chaque fois qu'on crée un nouveau personnage, on a toujours l'option, si on veut, de le créer au niveau de la prospérité actuelle. Fait que présentement, dans la partie de Gloomhaven que j'ai, n'importe quel joueur qui embarque peut décider qu'il commence au niveau 4 plutôt que commencer au niveau 1 parce que je suis rendu à une prospérité de niveau 4. Quand je serai à une prospérité de niveau 5, tout le monde va pouvoir commencer à une prospérité de niveau 5. Également, à quoi d'autre sert la map? Elle sert à regarder, puis ça je vais vous montrer très très brièvement. Vous voyez ici que j'ai un paquet de collants qui sont dans le haut de la carte, que je vous cache immédiatement. Ce sont les accomplissements globaux. Il y a certains événements qu'on va atteindre, qu'on va faire, ou qu'on fera pas, ou qu'on va rater, où on va nous demander d'aller mettre des collants dans le haut de la carte. Et ces collants-là vont pister certains événements majeurs dans l'univers de Gloomhaven. Je vous en dirai aucun. Mais ces événements-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit débloquer des scénarios, soit ils vont en bloquer. Il y a certains scénarios qu'on ne pourra plus jamais faire parce qu'il s'est passé telle ou telle chose dans l'univers de Gloomhaven, ce qui nous empêche de rencontrer un personnage ou de visiter un lieu en particulier. Quelle est l'autre utilité de la map? Bien, comme je l'ai dit, ça permet de choisir les missions qu'on veut faire. Quand on est rendu à l'étape de choisir une mission, on va dans le livre de mission et on va sur notre carte du monde et on dit tiens, chaque collant a un petit carré à côté qu'on peut cocher une fois qu'on a fait la mission. Fait que tous les collants qui ne sont pas cochés, ben ça va dire tiens, on va aller faire la mission qui est juste ici. Il y a un numéro qui est juste à côté. Le numéro correspond à une mission à l'intérieur du livre de mission et vous voyez que des missions, il y en a tant qu'on en veut. Il y en a, pour être plus précis, il y en a exactement 95 missions à l'intérieur du livre de mission. On dit que pour faire la campagne au complet, on parle de entre 65 et 75 missions environ qu'on va faire pour terminer la campagne. Je suis pas rendu du tout là, fait que je peux pas vous le confirmer. Mais je sais que ça fait beaucoup d'heures que je joue et que j'ai pas l'impression que je suis proche de la fin. Fait qu'au terme de la rejouabilité, c'est pas du tout un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on choisit une mission? On va choisir la mission. Moi, j'ai choisi la mission qui est ici avec un certain numéro. Et je vais vous montrer un petit quelque chose dans le livre de mission. On voit qu'au début de chacune des missions, ici j'ai la mission 1, fait que je ne vous révélerai rien que vous n'apprendrez pas rapidement, j'ai un requirements, un prérequis. Ici, ça va être écrit si j'ai besoin soit d'un accomplissement d'équipe, soit d'un accomplissement global pour avoir le droit de faire cette mission-là. C'est ça la mécanique que je vous disais qui permet soit de bloquer, soit de débloquer certaines missions. Fait que si, par exemple, ici c'était écrit Global Achievement A, il doit être incomplet, ben si moi le Global Achievement A, je l'ai complété puis il est collé, ben cette mission-là, je ne peux plus le faire. Si c'est écrit Party Achievement B doit être complété, ben ça veut dire que je dois trouver une autre mission que je dois aller faire avant de pouvoir faire celle-ci. Et là, je vais vous révéler un tout petit spoiler. La mission 1 et la mission 2 sont liées ensemble. Fait à la mission 2, j'ai un prérequis qui me demande d'avoir fait la mission 1 pour pouvoir réussir la mission 2. C'est le seul spoiler que je vais vous dire dans la petite vidéo. Fait que des fois, je vais avoir des requirements, des prérequis que je dois avoir accompli pour faire une mission. Fait que ici, on voit que j'ai un prérequis que je dois avoir fait. Et c'est pas un Global Achievement qui est collé sur la map, c'est un Party Achievement qui est sur ma petite fiche blanche. J'ai aussi un endroit où je peux cocher pour me rappeler que j'ai déjà réussi ou non une mission. Donc, une fois qu'on a fait notre phase de ville à Gloomhaven, qu'on a choisi quelle mission on va aller faire, qu'on a regardé si on a le prérequis pour pouvoir faire la mission, ben on va voyager vers la mission. Quand on voyage vers la mission, un peu comme l'événement de ville, on va aller prendre un paquet de cartes, là j'en ai pris juste 2 en exemple, on va prendre un paquet de cartes qui est les Road Events, qui sont les événements de route, et on va piger la première carte du paquet. Je précise que certaines missions ont complètement en haut à droite un petit effet qui est écrit Link. Juste ici, on voit que la mission numéro 1, elle est liée avec la mission numéro 2. Tout ce que ça veut dire, c'est que
Si on a terminé de jouer une séance de jeu puis qu'on était à la mission numéro 1, on peut aller faire la mission numéro 2 directement sans avoir à faire de road event, d'événement de route. Si les missions ne sont pas liées, comme par exemple la mission qui est juste ici, je vous en révélerai rien d'autre, mais la mission qui est juste ici, on voit que Link s'écrit None. Mais pour aller faire ces missions-là, peu importe de je pars d'où, que ce soit d'une mission ou de la ville de Gloomhaven, j'aurai à faire un road event. Pourquoi des fois on voudrait ne pas les faire? La plupart du temps, les événements de ville sont relativement positifs, permettent de débloquer du nouveau contenu, permettent de rencontrer de nouveaux personnages, de trouver des systèmes, etc. La plupart du temps, les événements de route sont plutôt négatifs. Je vais attaquer par des bêtes sauvages, rencontrer des bandes sur la route, des trucs comme ça. Fait que si on est capable de les éviter, généralement, on veut les éviter. Le principe est exactement le même. On lit les faits, on a deux options, on regarde de l'autre côté, on regarde si on a des prérequis pour une option pour l'autre, et on regarde si c'est une carte qu'on remet en dessous du paquet de cartes, ou encore une fois, comme l'exemple que j'ai ici, si c'est une carte qu'on déchire et qu'on sort du jeu de façon définitive. Une fois qu'on a fait notre événement de route, on arrive au scénario, puis là on fait le placement dont j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, fait que je ne reviendrai pas. Ce que j'avais précisé, c'est que dans l'ordre, on arrive, on place la première pièce, ça je l'avais caché tantôt, je vais le garder caché, on place la première pièce, on voit ce qu'il y a dans la première pièce, on peut regarder l'information qui est ici, est-ce que je vais avoir des trappes, je vois qu'il y a un trésor, je vais voir des tables, voici les types de monstres. Après avoir regardé l'information, on pige nos deux cartes d'objectifs de bataille et on en choisit une, voici celle que je veux faire. Et après avoir fait toute cette information-là, on décide quel équipement on amène dans l'émission parmi l'équipement qu'on possède. Et en dernier lieu, quelle carte on choisit parmi toutes les cartes qu'on possède pour commencer notre main de carte. Dans le cas de mon Scoundrel, si je suis level 5, j'ai une quinzaine de cartes à peu près en possession. Bon ben, parmi ces 15 cartes-là, quelles 9 cartes je vais employer en fonction du fait que je sais que je vais affronter tel ennemi, je sais que je vais avoir des trésors à trouver, je sais que je vais avoir des trappes à éviter. Fait que la dernière chose qu'on fait, c'est vraiment de choisir notre main de carte, fait qu'on peut la changer en fonction de c'est quoi notre objectif de bataille et du type d'ennemi qu'on va avoir sur le plateau. La dernière chose hyper intéressante et particulière de ce jeu-là, c'est les retraites de personnages. On l'a vu tantôt, chaque personnage va avoir des objectifs de vie, là, des cartes qui ressemblent à ceci. Quand l'objectif de vie est atteint d'un personnage, la prochaine fois qu'il peut faire autant de missions qu'il veut par la suite, mais dès qu'il remet les pieds à Gloomhaven, il peut faire une dernière fois la phase de ville, si on veut, fait faire un événement de ville, acheter, vendre des trucs. Mais une fois que ça va être fait, il va être obligé de prendre sa retraite. C'est obligatoire, ça veut dire qu'on perd le personnage. Fait qu'on prend sa petite feuille de personnage, on peut la remettre dans la boîte, on s'en sert plus, cette petite fiche-là, on la met de côté, c'est terminé. Son deck de cartes, le modificateur de cartes, on le défait, on enlève toutes les améliorations qu'on a eues, il revient un deck de cartes normal, mais sur notre carte d'objectif de vie, il va y avoir généralement un icône dans le bas et on va nous dire, par exemple, va chercher la boîte avec une espèce de tête Cthulhu tentaculaire qui est scellée avec un collant, je peux pas l'ouvrir, et ouvre cette boîte-là, tu vas débloquer un nouveau personnage. Et comme ton personnage vient de prendre sa retraite, ben, tu es le seul joueur dans le groupe de joueurs qui n'a pas de personnage, fait que tu as la première main, si tu veux, pour pouvoir essayer ce nouveau personnage-là. Fait que lui, même moi, je vous l'ai dit, c'est un des 5 personnages que je n'ai pas encore débloqué. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait, ce personnage-là. Et quand je vous dis qu'il y en a des personnages, on en a des piles de personnages à l'intérieur du jeu qui sont à débloquer, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, qu'on ne sait pas c'est quoi leurs caractéristiques spéciales. Et tout ce que je peux vous dire, sans rien révéler de particulier sur les personnages à débloquer, c'est qu'ils sont extrêmement le fun parce qu'ils ont toujours une mécanique nouvelle qui n'existe pas encore dans les autres personnages qui sont à l'intérieur du jeu. On découvre toujours une nouvelle façon de jouer. Et en plus de ça, chaque personnage à l'endos, il y a une petite histoire, ça c'est le Scoundrel encore, là, aucune révélation. Il y a une petite histoire à l'endos, un petit texte qui résume, mais j'ai aussi quelques numéros complètement en bas à droite de la carte, je ne sais pas si on les voit bien. J'ai 2 numéros. Dans le cas des personnages de base, le numéro de gauche c'est juste un X ou un trait, il n'y a rien, puis il y a un numéro à droite. Le numéro à droite, c'est que quand ce personnage-là prend sa retraite, j'ai un gros paquet, ça c'est mon paquet de cartes, route et ville, que j'ai présentement dans ma partie. Mais ça, c'est le paquet de cartes d'événements de ville et d'événements de route qui ne sont pas encore dans les cartes d'événements que je peux piger.
je dois accomplir différentes choses dans le jeu pour les rajouter dans le paquet de cartes d'événements que je peux piger. Et entre autres, une des choses que je peux faire, c'est quand mon Scoundrel prend sa retraite, si je regarde derrière, je dois ajouter l'événement de ville et l'événement de route numéro 45 à mon paquet de cartes événements. Et c'est seulement quand j'ajoute un nouvel événement que là, je vais le brasser, ce paquet de cartes-là, pour voir, puis éventuellement, je vais piger ce nouvel événement-là, puis je vais savoir peut-être que j'aurai des nouvelles du Scoundrel qui a repris sa retraite, peut-être qu'il va se passer on ne sait trop quoi. Et toutes les nouvelles classes qui sont scellées ont aussi, quand ils arrivent dans le jeu pour la première fois, ont aussi des événements de ville et des événements de route qui les rajoutent dans le paquet de cartes, ce qui personnalise d'autant plus le deck d'événements au fur et à mesure que la partie avance. Fait que cet aspect-là est hyper particulier. Chaque fois qu'un personnage prend sa retraite, aussi la prospérité, la petite piste que je vous ai montrée dans le bas de la grande map, la prospérité va monter de 1, parce que là on a un personnage célèbre qui a eu une grande carrière, qui est maintenant à la ville de Gloomhaven, fait que la prospérité de la ville monte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial quand on prend notre retraite avec un personnage? C'est que moi, en tant que joueur, LP, la prochaine fois que je vais me créer un joueur, je vais gagner un personnage, je vais gagner un perk gratuitement pour chaque personnage que j'ai retiré dans ma carrière. Fait que si je joue avec le Scoundrel prend sa retraite, puis je décide de faire une brute, ben la brute va commencer tout de suite en partant avec un perk de plus. Si je prends ma retraite avec la brute aussi, puis je décide de faire un Mind Thief, une autre classe de base, ben mon Mind Thief va commencer avec 2 perks de plus. Si je prends ma retraite avec le Mind Thief, je continue avec le Cragheart, mais il va avoir 3 perks de plus, ainsi de suite. Fait on a l'impression de progresser, même si on recommence toujours avec un nouveau personnage. Puis on n'oublie pas que le nouveau personnage, il va toujours être de plus en plus puissant au début, parce qu'il va commencer au level égal à la prospérité de la ville. Fait que plus on joue, plus la prospérité de la ville va monter, plus nos personnages vont commencer puissants. Donc pour la retraite d'un personnage, il y a une très belle mécanique autour de tout ça qui permet d'ajouter des événements, de personnaliser le jeu et surtout de débloquer ces nouvelles classes-là qui sont particulières et uniques et étranges et qu'on découvre juste au fur et à mesure que le jeu avance. Finalement, la critique, qu'est-ce que je pense de Gloomhaven? Ben, c'est un jeu fantastique, extraordinaire, ahurissant. J'ai plus de mots pour décrire ce jeu-là. C'est un jeu presque parfait. Je vais quand même y mettre une belle note de 10 sur 10. Rien de moins. C'est la première fois que je fais ça dans un Kickstarter 101. C'est très rare que je mette 10 sur 10 en jeu, mais là, je peux pas faire autrement. Le monde que Isaac Childress, le créateur, a créé, il est fantastique. Fantastique dans le sens, univers fantastique, mais aussi dans le sens extraordinaire. Il s'est pas basé sur les races puis les clichés qu'on connaît habituellement de l'univers fantastique. Fait qu'on n'a pas d'orques, d'elfes, de nains, de gobelins, de tous ces types de créatures-là qu'on est habitué de voir, les petites gens, des gnomes, etc., qu'on est habitué de voir là-dedans. Les classes, il n'y a pas de barbares, guerriers, magiciens, toutes les classes qu'on est habitué de voir dans l'univers de Donjons Dragons. Il a tout réinventé ça à sa sauce. Fait que les races qu'on a, on a des Valrat, on a des Inox, on a des Savas, on a des Quatril. J'ai pas joué souvent encore à ce jeu-là. On a un paquet de races. Les classes qu'on a, c'est Cragheart. Il y a le Scoundrel, que lui, c'est une classe peut-être qu'on est plus familière, mais sinon, c'est Spellweaver, Mind Thief, Brute. C'est pas des noms, des termes qu'on est habitué, puis au fur et à mesure qu'on avance à l'intérieur du jeu, qu'on l'explore, on apprend à les connaître, ces races-là. Les Vermling, on apprend que c'est une race qui est détestée. Les Inox, qui sont des espèces de grands barbares cornus qui vivent dans les forêts, etc. Fait on apprend à connaître la ville de Gloomhaven, on apprend à connaître les races qui sont à l'intérieur, connaître les classes qui sont à l'intérieur. Juste pour ça, c'est extraordinaire de développer le jeu. L'aspect Legacy est aussi très bien fait. L'aspect où on termine un scénario, ça nous fait débloquer un nouveau scénario. Le scénario, on va aller coller un collant sur la map. Fait que là, on a une aide-mémoire visuelle facile pour se rappeler quel scénario on peut aller faire. On les voit sur la map. Quand j'en choisis un, je vais aller vérifier c'est quoi les prérequis. Ah oui, on a réussi à faire ça. Souvent, les prérequis vont servir d'aide-mémoire pour se rappeler au niveau narratif c'est quoi ce scénario-là. Si ça dit trésor retrouvé quelque part, ben là, ça nous interroge. Là, oui, c'est la fois qu'on a exploré une grotte sous-marine sur le top d'une montagne, ou je sais pas quoi. Là, j'invente, je dis n'importe quoi, ça dit en passant, c'est pas nécessairement des vrais trucs qu'il y a là-dedans.
Mais le nom de l'accomplissement qu'on a d'équipe permet de se rappeler au niveau narratif où on en est rendu dans l'histoire. Le système de collants, le système de prospérité, c'est tous des bons systèmes qui permettent de faire progresser tranquillement le jeu. Ça, c'est génial. Le fait de débloquer des classes avec qu'il y a des affaires cachées, des nouvelles classes, chaque classe est vraiment unique. Chaque classe a un deck de cartes qui est complètement unique. Il n'y a pas deux cartes qui sont pareilles dans les cartes d'action, de combat, de mouvement à l'intérieur du jeu. Il n'y en a pas deux pareilles. Tout est différent. Chaque classe vient aussi avec une miniature qui est dans une petite boîte scellée avec le même icône. Fait que les figurines de base, comme là ici j'ai pris la figurine du Mind Thief, les figurines de base, les boîtes sont pas scellées. Puis on a des petites figurines plastiques qui sont à l'intérieur, mais les figurines, les autres boîtes, si je prends par exemple cette boîte-ci, c'est une boîte que nous, on n'a pas encore trouvée dans notre campagne. Je sais qu'il y a une figurine dedans, j'ai aucune idée, elle a l'air de quoi. Fait que l'aspect de découverte est extraordinaire. Les événements, c'est super bien fait. Les cartes d'ennemis, très bien pensées. Le fait que chaque scénario peut être joué par n'importe quelle équipe parce que les difficultés sont modulables. Fait que selon l'ennemi que je choisis, que je mets dans l'enveloppe, il y a ses statistiques, c'est facilement accessible. La façon dont les enveloppes sont faites, très facile de suivre chaque ennemi, sa valeur, ses points de vie, ses dégâts, les différents statuts qu'il y a sur lui. Très facile à suivre, on regarde un coup d'œil rapide. On suit très bien ça. Fait que vraiment, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de défauts. Si vous aimez le genre qu'on appelle le dungeon crawler, l'exploration, donjon, faire progresser un personnage, vous ne pouvez pas ne pas aimer ce jeu-là. Il est plus euro qu'Ameritrash, dans la façon de gérer une main de carte plutôt que de lancer une batterie de dés. Il est plus euro qu'Ameritrash, mais si vous aimez le concept de découvrir un univers, de faire progresser des personnages, de lire une histoire, parce qu'il y a beaucoup de textes à lire, c'est un jeu qui est très très narratif. Fait que chaque mission vient avec un texte en introduction où on lit à voix haute qu'est-ce qui se passe, on arrive à telle place, on voit telle chose, on rencontre tel gens, on se bat contre un tel, etc. Fait qu'il y a beaucoup de choses à lire. Dans ses défauts, en fait, son seul vrai défaut, c'est le temps de mise en place. Il y a du stock là-dedans. Il y a, je sais pas combien de dizaines de piles de cartes. Il y a des jetons. Il y a des batteries de jetons. À n'en plus finir. Il y a des batteries de pions. J'ai des tokens. J'ai acheté des boîtes de pêche pour pouvoir classer ça d'une façon relativement humaine pour que je ne pas fou. Il y a des jetons de trappe, de rubble, des tables, des trésors, des hôtels, 5-6 types de pièges différents. Il y a 10 statuts différents qu'on peut avoir à l'intérieur du jeu, chacun avec leurs 5 ou 6 jetons pour les identifier. Il y a un paquet de tuiles qu'on peut placer sur le jeu pour personnaliser les tuiles, fait que mettre de l'eau, de l'herbe, du magma, de la roche pour personnaliser le plateau de jeu. Il y avait, si ma mémoire est bonne, pas moins de 19 ce qu'on appelle des punchboards, 19 tuiles de jetons à dépuncher, à défaire quand la boîte est venue. Et la boîte elle-même, elle est énorme. C'est de loin la plus grosse boîte, la plus pesante boîte que j'ai. Elle pesait plus que 20 livres quand je l'ai reçue. Ben, elle pèse encore plus que 20 livres, évidemment. Tout le stock est encore dedans. Fait qu'il y a énormément de stock. Le temps de mise en place et de serrer le jeu, c'est énorme. Ils sont facilement une quarantaine de minutes. Sortir et serrer le jeu en tout et pour tout. Fait que quand on parle d'une demi-heure pour un joueur ou une heure pour deux joueurs, ça se peut pas. Ça prend 45 minutes juste sortir et serrer le jeu. Par contre, ça vaut la peine parce qu'on va jouer généralement plus qu'une partie d'affilée. Fait qu'une fois que tout le stock est sorti et placé, c'est pas si pire que ça de reprendre ça. Donc c'est ça, au niveau de la rejouabilité, c'est un jeu que la rejouabilité est pratiquement infinie. Là, au niveau des tuiles qu'on a pour placer le jeu, on en a une pelletée, on ne sait plus quoi faire avec ça. Il y en a de toutes les formes, j'en ai des losanges, des rectangulaires, des triangles, il y en a toutes les sortes. Au niveau des événements de ville, j'ai 80 événements de ville environ, dont la moitié qui sont dans le deck de base initialement, même le tiers à peu près dans le deck de base initialement dans lequel je peux piger, puis les autres, il faut que je débloque, puis il faut que je fasse des missions, puis des aventures pour trouver ça. Les items, même chose, j'en ai une
trentaine au début du jeu qui sont disponibles dans Gloomhaven qu'on peut acheter, puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on va en débloquer jusqu'à temps qu'il y en ait au-dessus d'une centaine de disponibles. Ça, puis quand je dis centaine, c'est centaines d'items différents. Là. Fait que le deck de cartes d'items, des fois il y a 2-3 exemplaires du même item. Fait qu'on a 150 dans le paquet de cartes d'items éventuellement. Fait que c'est la même chose pour les classes où il y en a 17, dont 11, 6 disponibles en début de jeu. Les événements, les missions, 95 missions dans le jeu. Puis au fur et à mesure qu'on fait l'émission, on va débloquer différentes voies différentes. On peut décider d'être vilain, on peut décider d'être héroïque. Des fois, on a un choix à l'intérieur d'une mission, comment on veut la terminer. Ce qui va changer les collants qu'on va mettre, qui va changer la direction que notre équipe va prendre à l'intérieur de l'univers et du monde de Gloomhaven. Fait que c'est vraiment, vous passerez jamais au travers de ça. C'est un jeu extraordinaire, puis en plus, les mécaniques, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plu énormément. Fait que de diverger du côté Ameritrash, puis d'aller plus vers l'euro, dans une gestion de donjon, une gestion de personnage, c'est quelque chose qui est super intéressant. La mécanique de main de carte, choisir le haut d'une action, le bas de l'autre carte pour une deuxième action, l'initiative, comment ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Je le répète, chaque fois qu'on débloque quelque chose de nouveau, on a un sentiment qui est vraiment le fun. Chaque fois qu'on déchire une carte et qu'on l'enlève du jeu, tu as un sentiment qui est aussi vraiment le fun, vraiment trillant. Ceux qui ont joué à Pandémie Legacy ou à Seafall vont connaître un peu le principe. Fait que sur ce, encore une fois, 10 sur 10, un jeu parfait. Et pour terminer, je vous dis que si vous avez raté le premier Kickstarter de Gloomhaven, il y en a un deuxième qui va s'ouvrir. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va être publiée exactement, mais si ma mémoire est bonne, c'est le 5 ou le 6 avril. Le 6 avril, donc dans quelques jours, il y a un nouveau Kickstarter qui va se faire, une deuxième édition de Gloomhaven qui va être créé par Cephalofair Games. C'est sûr que ça va avoir un succès monstre sur le jeu. Même moi, je pense à m'en prendre une deuxième copie. Pour le fun d'avoir une deuxième copie. Et le jeu promet qu'il va être un peu plus dispendieux que le premier Kickstarter, étant donné le succès monstre que ce jeu-là est en train d'avoir. Il est déjà, au moment où je vous parle, il est 18e dans les meilleurs jeux de tous les temps sur le site Board Game Geek, qui est le jeu, le site phare pour ce type de classement-là. Fait que c'est un jeu très 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 recommandable. Allez voir ça, la page Kickstarter, quand ça va sortir dans quelques jours. Je vous le recommande énormément parce que si je me fie à ce qui est en train de se passer avec celui-là, quand il va arriver en magasin puis il va être livré, il va être difficile à trouver, puis vous allez être obligé de le payer très cher sur eBay ou sur Amazon pour finir par trouver une copie. Présentement, il y a des copies à 3, 4, 500$ de Gloomhaven parce que c'est même pas encore sorti en magasin. Même 600, 700, le professeur est en train de me faire des gestes de main, même encore plus cher que ça. On peut avoir des copies de Gloomhaven. Fait allez voir le Kickstarter quand ça va sortir. Si c'est une mécanique, un type de jeu qui vous intéresse, vous allez capoter. Puis il y a plein d'affaires dont j'ai même pas parlé dans cette vidéo-là. On peut enchanter nos cartes individuellement pour les améliorer. Les petits plus 1 que vous avez vus, j'en ai même pas parlé. Puis c'est une autre mécanique complètement qu'on découvre au fur et à mesure que le jeu avance. C'est vraiment génial. Il y a plein d'affaires à découvrir. Vous allez avoir pour des centaines d'heures de jeu. C'est déjà quelque chose comme le 4 ou 5e jeu que j'ai joué le plus souvent dans ma vie, puis ça fait même pas 2 mois que je l'ai comparativement à d'autres, fait que ça vous donne une idée. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des questions, commentaires, ou si j'ai fait une erreur quelque part, comme ça arrive régulièrement, faites-moi le savoir dans les commentaires, ça me fera plaisir de répondre. J'espère vous avoir intéressé à ce jeu-là, parce que vraiment c'est un bijou, c'est exceptionnel. Bonne fin de journée, à une prochaine fois.